Voici la Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans ses frontières qui datent de l'éclatement de l'URSS en décembre 91. 150 millions d'habitants, répartis sur un peu plus de 17 millions de kilomètres carrés, c'est le plus vaste État du monde, mais qui est peu densément peuplé. La toundra, la taïga, le climat glacial n'aident en rien au peuplement de certaines régions que nous faisons là figurer sur la carte. Eh bien, à l'extrême nord-est de la Russie, justement, dans ces régions à climat hostile, se trouve la Iakoussie, qui est l'une des 21 républiques de la Russie. C'est la plus grande de la fédération, plus de 3 millions de kilomètres carrés, est aussi vaste que l'Inde, mais c'est aussi la plus froide. 40% de son territoire est au nord du cercle polaire arctique. Vous voyez, nous faisons figurer les courbes isothermiques et on a des températures en hiver proches de moins 50 degrés au nord. C'était là, dans ce coin-là, qu'il y avait des déportations en Sibérie. 1 million d'habitants en Iakoussie, la moitié sont des Russes, un tiers sont des Yakoutes, sans doute un croisement de populations turco-mongoles, et le reste des habitants sont des peuples altaïques, des Toungouzes, des Dolganes, des Tchoukches, des Evinks. Pour vous parler des risques de tension dans la Fédération russe, pourquoi avoir choisi de nous arrêter sur cette république peu connue? Pour deux raisons. D'abord, la Iakoussie, c'est la république la plus riche de la Fédération, la mieux dotée en richesses naturelles. Regardez, il y a des diamants, avec notamment les gisements de Oudachny et de Myrny. La Iakoussie produit aujourd'hui 99% des diamants russes. C'est le premier producteur mondial en valeur et le quatrième en volume. Il y a de l'or. La Iakoussie est aussi le premier producteur en Russie. Il y a de l'étain, du tungstène, de l'antimoine. L'antimoine, c'est un corps simple qui augmente la dureté des métaux. Et puis, côté énergétique, on trouve du charbon dans les bassins proches de la Lena, et enfin d'importantes nappes de gaz naturel qui sont encore assez peu exploitées aujourd'hui. Or, il faut tout de même se rappeler que du temps des soviétiques, la Iakoussie ne percevait que 1% des revenus de ses richesses. Alors quand l'URSS a éclaté en 1991, les Yakoutes avant tout ont cherché à reprendre le contrôle de leurs propres ressources, tandis que Moscou cherchait avant tout à maintenir l'intégrité politique du pays, mais tout en essayant de garder un accès à ses richesses. Alors résultat du marchandage, les dirigeants russes reconnaissent à la Iakoussie la propriété sur ses richesses naturelles en échange de son adhésion au traité de la Fédération de 1992 et d'un nouveau partage des dividendes de ses ressources. Bien, la deuxième raison de notre choix, c'est la position géographique de la Iakoussie, qui est en fait plus proche de Pékin et de Tokyo que de Moscou. La fin du centralisme soviétique entraîne un rapprochement de la Iakoussie avec la région Asie-Pacifique. Alors justement, allons plus à l'est. Si les ressources de la Iakoussie ont intéressé Moscou, elles intéressent aussi les voisins de l'Est. La Mongolie, d'abord, qui a signé un traité de reconnaissance mutuelle avec la Iakoussie, ce qui est tout de même assez étonnant, puisque la Iakoussie n'est pas un État indépendant et qu'elle fait partie de la Fédération de Russie. Le Japon, qui achète déjà 90% des exportations du charbon yakoute, transporté par le BAM, le train Baïkal-Amour magistral, et par le transsibérien vers les ports russes de Nakhoda et de Vladivostok. Et puis, deuxième grosse coopération japonaise, la mise en place d'une industrie de transformation du diamant. Auparavant, les diamants yakoutes étaient livrés à l'état brut à la compagnie sud-africaine de Beers. La Corée du Sud, qui est un pays qui est dépendant à 100% sur le plan énergétique, eh bien, elle s'intéresse surtout au gaz yakoute, et donc elle s'est associée avec les Yakoutes et avec les Russes pour former un consortium et tester les ressources gazières en Iakoussie. Je vous signale aussi une étude de faisabilité pour la construction de 6000 km linéaires de gazoducs, en partie sous-marins, allant de l'extrême-orient russe à la Corée du Sud. Et puis on note une ordonnance assez intéressante signée par Boris Eltsine qui autorise les Yakoutes à signer directement des accords avec Séoul au nom de la Fédération de Russie. Et puis enfin, pour clore ce tour d'horizon, on remarque aussi les Canadiens avec qui les Yakoutes ont construit en 1993 une usine de liquéfaction du gaz. Alors vous voyez, le paradoxe que souligne ce cas de la Iakoussie, c'est ceci. La Russie ne peut pas se passer des richesses de ses républiques, mais en même temps, elle n'a pas les capitaux pour les développer seule. Donc cela contraint Moscou à la négociation. La plupart des républiques ont déjà concédé leur maintien au sein de la Grande Russie en échange d'une autonomie politique et économique plus grande vis-à-vis de Moscou.
eh bien à terme, il y a le risque pour Moscou d'être certes à la tête d'une Russie qui est territorialement intacte, mais qui peu à peu sera vidée de sa substance.